XVe siècle. Une période unique où se côtoient ombre et lumière, guerre sanglante et avancée majeure, la fin de l'ère médiévale et le commencement de la Renaissance. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un conflit qui a frappé l'Europe au cours de la seconde moitié de ce siècle. Les guerres de Bourgogne ont marqué l'histoire de la France, de la Suisse, ainsi que des différents cantons et régions qui forment ces derniers. Elles auront eu aussi une importante incidence sur la formation des territoires de cette partie de l'Europe. Elles durent de 1474 à 1477 et opposent l'armée de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, à Berne, renforcée par les 7 autres cantons suisses de l'époque, mais aussi à René II, duc de Lorraine, et dans chaque camp des mercenaires d'à peu près tous les pays alentours. Passons à présent à la présentation des différents belligérants. Charles le Téméraire. Fils unique du duc de Bourgogne Philippe le Bon et d'Isabelle de Portugal, Charles le Téméraire vise comme son père à créer un nouvel État entre la France et le Saint-Empire romain germanique. Il faut s'imaginer que pour lui, le plus grand des prestiges est de réaliser le vieux rêve des ducs de Bourgogne, à savoir étendre son royaume de manière à créer une grande séparation entre la France et le Saint-Empire, à l'image d'une nouvelle Lotharingie inspirée du royaume de Lothaire II, qui est donc le petit-fils de Charlemagne, constitué en 855. Toujours est-il que ce troisième duc de la dynastie des Valois, cousin du roi de France Louis XI, a réussi en effet à faire de ses domaines bourguignons et flamands un havre de prospérité. Dès 1465, il s'associe à la Ligue du bien public, une coalition de seigneurs contre le roi de France Louis XI. Les deux hommes s'affrontent à la bataille de Montlhéry, au sud de Paris, le 16 juillet 1465, et cette bataille indécise conduit le roi de France Louis XI à céder les villes de la Somme aux Bourguignons. Louis XI. Fils de Charles VII et de Marie d'Anjou, le futur Louis XI naît le 3 juillet 1423 dans le palais épiscopal de Bourges. 3 ans avant sa naissance, en signant le traité de Troyes, son grand-père Charles VI, frappé par la démence, avait déshérité son propre fils, Charles VII, au profit du roi d'Angleterre, Henri V. Au moment où Louis voit le jour, son père Charles est donc en pleine lutte pour reconquérir son royaume. Et la naissance d'un héritier du trône de France représente un atout important. La situation militaire étant très instable, il est décidé vers 1426 d'éloigner de Bourges l'héritier du trône afin de veiller à sa protection. Louis passe ainsi son enfance au château de Loches, où il est confié aux soins de sa marraine. À partir de 1429, Louis est placé sous la conduite d'un précepteur gallican, Jean Majoris. En effet, les jeunes nobles ne fréquentant pas d'établissement, un précepteur est en quelque sorte un professeur particulier et un mentor. Outre le latin, il apprend l'art d'écrire, dans lequel il va bientôt s'illustrer. Quant à l'éducation militaire, il la recevra de Guillaume d'Avaugour, qui en fera un cavalier chevronné. On pourra effectivement noter que Louis XI est l'un des rois qui a le plus sillonné son royaume à cheval. Passons à présent aux causes de ce conflit que nous synthétiserons par les événements qui menèrent à sa première bataille, celle d'Héricourt en 1474. Pierre de Hagenbach, chevalier et commandant bourguignon, issu de la noblesse alsacienne, fait l'objet de l'un des premiers procès pour crimes de guerre de l'histoire moderne, pour les abus de pouvoir qu'il a commis et les exactions de ses hommes dans la région du Haut-Rhin. Après son arrestation, il sera pendu suite à un procès organisé par les villes impériales de Strasbourg, Bâle, ainsi que les villes du Haut-Rhin qui ont été impactées économiquement. Notons que ces villes sont alliées à Berne et au canton suisse. Son frère Étienne de Hagenbach va piller les territoires en question en représailles. Louis XI, de son côté, va conclure en secret un accord avec les confédérés des cantons suisses, dont le but est de briser la puissance de son cousin et ennemi, le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Dès que les ravages d'Étienne de Hagenbach sur les villes qui leur sont alliées sont connus, les confédérés déclarent la guerre au duc de Bourgogne, se mettent en marche et le 8 novembre 1474 installent le siège devant la ville d'Héricourt où Étienne de Hagenbach et ses troupes se sont réfugiés. Charles le Téméraire étant occupé ailleurs, les attaquants, après avoir bombardé intensivement la ville, font une brèche dans la muraille, entraînant la reddition des assiégés mal approvisionnés. La ville d'Héricourt est prise le 12 novembre 1474.
Entre-temps, le comte Henri de Neufchâtel-Blamont, maréchal de Bourgogne, se porte au secours des assiégés. Il est épaulé par les troupes de Jacques de Savoie, comte de Romont et gouverneur de Bourgogne, en tout environ 6800 hommes. Le comte de Romont lève également 5000 mercenaires lombards qu'il presse de venir le rejoindre. Les confédérés repèrent la manœuvre le 13 novembre, lèvent le camp et attaquent l'armée bourguignonne. Les mercenaires italiens, fatigués par la marche forcée au travers des Alpes et du Jura, lâchent pied presque aussitôt. Les milices de Franche-Comté se retrouvent donc seules devant 18 000 soldats suisses et autrichiens. L'armée du comte de Romont, écrasée par le nombre, est mise en déroute. La victoire des alliés du roi de France Louis XI est totale. En 1475, les tensions entre le duché de Savoie, gouverné par Yolande de Savoie, et la Confédération suisse vont mener à une autre bataille de notre conflit. Elle se déroulera le 13 novembre devant la ville de Sion, au lieu-dit de la Planta. Elle opposera une armée savoyarde forte de 10 000 hommes, dont 1500 nobles à cheval, face à 4000 Valaisans et 3000 confédérés de Berne, Fribourg et Soleure. Cette dernière se terminera par une victoire des Valaisans et des confédérés. Pour la bataille suivante, revenons un peu en arrière pour parler d'une autre personnalité que nous avons évoquée au tout début de la vidéo. Le jeune duc René II de Lorraine, fils de Ferry II de Vaudémont et de Yolande d'Anjou, se verra contacté pour former des alliances par Louis XI ainsi que son cousin Charles le Téméraire. Dans un premier temps, René II privilégiera le roi de France, en quête de soutien économique et éventuellement militaire. Mais finalement, il se verra refuser un prêt de 2000 livres. Ce dernier se sent bafoué, mais ne gardera pas rancune envers Louis XI. Il préfère cependant aller les voir ailleurs. Après avoir accueilli Charles le Téméraire à Nancy, René II signe un traité le 15 octobre 1473, autorisant les Bourguignons à placer des troupes en garnison en Lorraine, afin de relier les territoires du nord et du sud du duché de Bourgogne. Des incidents se multiplient entre les troupes bourguignonnes et les Lorrains. En effet, les troupes du Téméraire pillent et massacrent. C'en est assez pour René II, qui décide d'aller voir Louis XI en secret pour obtenir des garanties, et finira par signer un accord avec Frédéric III, souverain du Saint-Empire. À la suite de ça, le duché de Lorraine s'agrandit avec le duché de Bar, et René décide de mettre fin au traité de libre circulation avec le duc bourguignon. Ainsi, Charles le Téméraire, accompagné de 40 000 hommes, arrive en Lorraine et le 30 novembre 1475, il occupe Nancy. René II se retrouve dans une situation délicate, puisque ses deux alliés, qui sont la France et le Saint-Empire, ont signé avec Charles le Téméraire une paix de 9 ans. Rapidement, le jeune duc recrute des soldats dans les Vosges et enverra des émissaires en Suisse recruter des mercenaires avant de se réfugier à Joinville. Les Bourguignons, quant à eux, prennent la direction de la Suisse. Les Suisses qui veulent s'assurer un passage commercial jusqu'à Lyon. Or, le canton de Vaud, appartenant au duché de Savoie, qui est gouverné par Yolande de Savoie, nous en avons parlé précédemment, ne respecte plus son traité d'alliance avec Berne. Les Suisses décident donc d'attaquer le canton de Vaud en 1475, pillant, tuant et établissant des garnisons, dont une dans le château de Grandson. La petite veuve Yolande est sacrément en difficulté, car en réalité, son frère Louis XI intriguait pour monter les Suisses contre le duché de Savoie afin de se débarrasser d'elle. Elle fait donc appel au plus grand rival de son frère, son cousin Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, de Brabant, de Luxembourg, comte de Flandre et d'Artois. Et c'est en 1476 que l'armée bourguignonne forte de 20 000 hommes, menée par son duc, attaque la garnison de 500 Suisses au château de Grandson, au pied du lac de Neuchâtel. Sans renfort, les 412 survivants doivent finalement se rendre. Le Téméraire en fait pendre la moitié aux arbres et fait noyer l'autre dans le lac. Puis mobilisation massive. En 15 jours, les Suisses parviennent à rassembler 18 000 hommes et le 2 mars attaquent les Bourguignons en criant « Grandson! Grandson! Grandson !» L'avant-garde suisse se heurte aux Bourguignons qui prennent d'abord l'avantage. Puis soudain c'est la panique. Mercenaires italiens, archers anglais, les troupes bourguignonnes, valets et filles à soldats, tous prennent la fuite à cause d'un malentendu. En effet, le duc de Bourgogne avait fait reculer son artillerie pour mieux la placer sur une colline, et les autres contingents ont cru à une retraite.
Une grande partie des fuyards seront rattrapés soit par les Suisses, soit par les pillards, qui suivent au loin les armées et qui attendent comme des vautours le moment opportun pour intervenir. Les Suisses mettront la main sur la quasi-totalité du trésor bourguignon, qui compte les plus gros diamants d'Europe, sa tapisserie mille fleurs, vaisselle d'or, alors qu'il n'y a même pas eu bataille. Le téméraire n'a pas perdu 1000 soldats. C'est sur cette débat bourguignonne que se conclut la bataille de Grand. Pour autant, Charles le Téméraire reprend tout à zéro. Commandant de nouvelles tentes, des piques à Genève, des armes de Milan, il devient obsédé par l'idée de vengeance. Et même quand ses conseillers lui recommandent la prudence et d'essayer d'établir une paix avec la Suisse, ce dernier rétorque que celui qui traiterait lui parler de ça, fût-il même son meilleur ami, deviendrait son ennemi, et qu'il a fait vœu à Dieu et à Saint Georges de vaincre l'Ulysse ou de mourir sur le champ de bataille. Fin mai, l'armée bourguignonne, forte de 15 000 à 30 000 soldats selon les sources, assiège Morat, une garnison forte de 2000 soldats sous le commandement du chevalier bernois Adrien de Bubenberg, baron de Spitz. Dans un premier temps, les Bernois ne bénéficieront d'aucun renfort, car les autres cantons jugent que le canton de Berne se prennent pour les maîtres de la Confédération, et qu'ils doivent alors en payer les conséquences, et se débrouiller. Les bombardes bourguignonnes pilonnent les remparts, mais la garnison effectue d'audacieuses sorties, puis finalement d'autres renforts de Berne arrivent à l'arrière des armées de Bourgogne. Pour pallier à ça, Charles le Téméraire va envoyer 8000 hommes pour occuper les ponts d'où arrivent les renforts en territoire suisse. Et par cela fera la première véritable incursion bourguignonne en territoire suisse. La réaction des Suisses est sans appel, le taureau d'Oury souffle dans ses cornes et c'est la mobilisation générale. Tous les cantons se rallient finalement derrière Berne comme un seul homme, aux côtés des chevaliers, troupes et mercenaires derrière le jeune duc René II de Lorraine, qui eux portent la double croix, souhaitant ardemment se venger d'avoir été chassés de leurs terres et de leur capitale, Nancy. Mais les villes d'Alsace comme Colmar ou Strasbourg ont aussi envoyé des hommes. Au total, c'est une armée de 26 000 hommes, dont 16 000 Suisses qui se profilent. Le jeune duc René II commandera la cavalerie. Hans Waldmann de Zurich le corps central, et le lucernois Gaspard de Hertenstein l'arrière-garde. Les confédérés attaquent alors que le Téméraire vient de faire procéder à un exercice d'alerte générale et que ses cavaliers descendus de cheval subissent de plein fouet l'effet de surprise. Contrairement à ce qui s'est passé à Grandson, où ils n'ont joué aucun rôle, les canons du duc Charles fauchent des centaines d'hommes, mais ils ne sont pas protégés par les troupes élites de Jacques de Savoie qui sont trop éloignés. Ces canons sont, pour l'époque, redoutablement efficaces. Toutefois, ils sont lents à recharger, du fait du temps de refroidissement du canon. Par une poussée menée au moment opportun, Hans van Hallwyl et ses fantassins pénètrent la barricade dans le camp du duc Charles et détruisent cette artillerie. La panique s'empare alors des rangs bourguignons. Les Suisses les cernent de 3 côtés. Le 4e est occupé par le lac de Morat. De nombreux Bourguignons fuient et se noient dans le lac. Les Suisses ne font pas de prisonniers et les Bourguignons perdent 10 000 hommes. On dit aujourd'hui encore que des fleurs rouges poussent au fond du lac. Les Suisses les appellent le sang des Bourguignons. Après cette autre défaite majeure, Charles le Téméraire est contraint de battre en retraite à nouveau. À l'annonce des défaites bourguignonnes, la Lorraine se révolte. Des partisans lorrains s'emparent de Vaudémont, puis chassent les garnisons installées à Arches, Bruyères, Remiremont et Bayon. René II les rejoint à Lunéville, qu'ils prennent le 20 juillet. Le 22 juillet, c'est Épinal qui se rend. Le lendemain, René se rend à Fribourg pour obtenir de l'aide, mais n'obtient que la garantie qu'aucun adversaire du duc de Bourgogne ne signera de paix séparée. Le 22 août 1476, à la tête d'une armée de 4 à 5 000 hommes, René II met le siège devant Nancy, défendu par une garnison bourguignonne de 2000 soldats, majoritairement composée d'Anglais et dirigée par Jean de Rubempré. Un des messages envoyés par Charles pour annoncer son arrivée prochaine ne parvient à Nancy, tous interceptés par l'armée de Lorraine. Au bout d'un mois et demi, les Anglais, dont le chef a été tué au cours d'une sortie, sont las de manger du chien et forcent Rubempré à négocier. La ville ouvre finalement ses portes le 7 octobre,
et le lendemain, la garnison bourguignonne quitte Nancy pour y rejoindre au Luxembourg le comte de Campobasso est en train de rassembler une armée dans les Pays-Bas. Le 22 octobre, Charles le Téméraire met le siège devant Nancy, défendu par 2000 soldats, principalement des vétérans de Morat. Son armée s'installe sur une butte qui se trouve sur l'emplacement actuel de la place Thiers, et lui-même s'installe à proximité de la commanderie Saint-Jean. Les capitaines bourguignons préconisent de lever le siège et de se rendre à Pont-à-Mousson ou à Metz, pour reprendre l'offensive au printemps, mais Charles s'entête. L'hiver est rigoureux. Aussi, le moral des troupes bourguignonnes baisse et les désertions se multiplient. Ainsi, le comte de Campobasso, mercenaire condottière napolitain, déserte le 31 décembre, emmenant avec lui ses mercenaires. À Nancy, le 23 décembre, on abat les chevaux et on chasse les chiens, les chats et les rats pour se nourrir. L'eau gèle dans les pluies et on enlève le bois des toitures pour pouvoir se chauffer. René II, pour sa part, ne reste pas inactif. La Confédération suisse ne souhaite pas intervenir, mais l'autorise à engager 9000 mercenaires, ce qu'il fait, financé par Louis XI. 8000 soldats alsaciens le rejoignent également. Le lieu de regroupement des armées est fixé à Saint-Nicolas. Un détachement bourguignon envoyé en éclaireur le 2 janvier 1477 est pris et mis en pièces. Le comte de Campobasso et ses troupes se rallient au Rhin le 4 janvier. C'est une armée de 19 à 20 hommes qui se rassemble face à ce qui reste de l'armée bourguignonne. Le duc de Bourgogne, lui, ne dispose plus que d'à peine 4000 hommes. Une troupe non payée, faite d'hommes découragés, mal équipés et souvent malades. Apprenant l'arrivée prochaine de l'armée de René II, Charles de Bourgogne prend position avec le peu de troupes qui lui restent, sur une hauteur à proximité de Jarville. Malgré l'avis de ses conseillers et le précédent de Morat, où déjà il avait été atteint par son flanc, il néglige la protection de son côté droit, qui est sur la lisière du bois de Saurupt. Le dimanche 5 janvier, avant l'aube, René II quitte Saint-Nicolas-de-Port, son armée avançant dans la campagne lorraine recouverte de neige. À Lanneville, des éclaireurs repèrent un guetteur bourguignon et le tuent. Désormais, le Téméraire ne sait rien de l'armée qui arrive. René II et ses capitaines, sur le rapport des éclaireurs, décident de contourner l'armée bourguignonne par le bois de Saurupt, pour l'attaquer de flanc et, pour donner le change, envoie un petit détachement commandé par Vautrin Visseux par la route de Nancy à Saint-Nicolas. L'effet de surprise est total, et le sort de la bataille se joue rapidement. Bien que les Bourguignons réussissent à repousser les assauts initiaux. Charles le Téméraire tente de se tourner contre l'assaillant, mais l'ensemble de ses maigres troupes se disloque et s'enfuit. Campobasso le trahit, tenant le pont de Brouxières, au nord de Nancy, et massacre les fuyards, se contentant de ne faire prisonnier que les seigneurs importants, dont Olivier de la Marche et Jean Ier, baron de Talmay. Les défenseurs de la ville font une sortie et pillent le camp bourguignon. Ce n'est que le surlendemain, sur les indications de Baptiste Colonna, un page du duc de Bourgogne, qu'il a vu tomber à proximité de l'étang de Saint-Jean, que le corps méconnaissable de Charles le Téméraire est retrouvé et identifié, ainsi que celui de Jean de Rubempré, son gouverneur général de Lorraine, mort à ses côtés. La tradition rapporte sans grande certitude qu'il est en partie dévoré par les loups. Une croix est posée pour marquer le lieu de la mort du Téméraire, l'actuelle place de la Croix de Bourgogne. D'un autre côté, une vieille légende raconte qu'une femme de la région aurait hébergé dans les jours qui ont suivi un homme d'une quarantaine d'années, d'allure noble, qui partait pour un long voyage dans le but d'expier ses fautes. À vous donc de vous faire votre propre avis, mais sachez qu'officiellement, ce dernier est mort d'un coup de hallebarde par un Suisse ou un Lorrain. On raconte également qu'à la nouvelle de la mort du Téméraire, son cousin Louis XI, que l'on surnommait l'universel Araigne, tant les plans comme celui-ci étaient si bien élaborés, aurait été pris d'un rire interminable, qui manqua de l'étouffer. Ce dernier mettra la main sur la quasi-totalité du territoire bourguignon, mettant ainsi fin aux guerres de Bourgogne. On notera cependant qu'un important héritage culturel perdurera. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, mais le récit continue.
puisque la seule héritière du téméraire Marie de Bourgogne va se fiancer au fils de l'empereur Frédéric III afin d'éviter la partition de tous ses domaines. Mais ceci est une autre histoire. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je ne suis pas historien et n'ai d'ailleurs aucun cursus en la matière, mais j'espère vous avoir permis d'y voir un peu plus clair sur cette période sous-cotée des programmes d'histoire, malgré l'important impact qu'elle aura donc sur la France et l'Europe. Merci à toutes les personnes à l'origine des sources dont je me suis largement inspiré, j'en mettrai une bonne partie en description. Quant à moi, vous pourrez me retrouver avec mes collègues dans notre association et troupe La Compagnie de l'Arbre Mort. Nous reconstituons des mercenaires de cette guerre, donc si ça vous intéresse, les liens seront également en description. Salut!